Samedi 1er juillet, bonsoir à tous. Le président Alassane Ouattara est arrivé à Addis Abeba en Éthiopie aujourd'hui samedi. Il va prendre part au 29e sommet de l'Union africaine. Dès son arrivée dans la capitale éthiopienne, le chef de l'État ivoirien s'est prononcé sur les enjeux du sommet. À Soubré, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, l'une des 4 turbines du barrage hydroélectrique a été mise en service. Long de 4,5 km et d'une puissance de 275 MW, c'est une énergie en quantité qui est mise à la disposition des ménages. À San Pedro, dans le sud-ouest, 4 tonnes de produits périmés et des appareils frauduleux de mesure dans les commerces ont été saisis. Ces produits d'une valeur de 6 millions de francs CFA ont tous été incinérés. Et puis en République démocratique du Congo, la polémique reprend autour des obsèques de l'opposant Étienne Tshisekedi. L'Union pour la démocratie et le progrès social dénonce une mauvaise foi du pouvoir en place et annonce le prochain rapatriement de la dépouille. Tout à l'heure, dans la page culture, nous ferons une incursion à l'INSAC, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. La première édition de la saison artistique et culturelle est bouclée. C'est une innovation. Pourquoi une telle initiative longtemps après la création de l'Institut? Quels apports pour le monde culturel ivoirien? Et aussi, quel bilan dressé de cette toute première édition? Le directeur général de l'INSAC, Ngoran Kofi Modeste Armand, est avec nous. Il va répondre à toutes ces questions. Bonsoir, monsieur Ngoran. Bonsoir, madame. Alors, nous vous retrouvons tout à l'heure, dans une trentaine de minutes. Il est arrivé à Addis Abeba, en Éthiopie, ce samedi. Le président Alassane Ouattara va prendre part au 29e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le thème de la rencontre, tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Awa Touré, envoyé spécial à Addis Abeba. Aéroport international Bolé d'Addis Abeba, ce samedi 1er juillet, c'est à 18h30 heure locale, 15h30 heure d'Abidjan, que le président de la République Alassane Ouattara est arrivé accompagné de son épouse Dominique Ouattara. Le chef de l'État et ses homologues africains se réunissent à Addis Abeba les 3 et 4 juillet pour le 29e sommet de l'Union africaine. Cette réunion au sommet qui va examiner plusieurs questions liées notamment à la paix et à la sécurité sur le continent ainsi que la réforme de l'Union africaine est placée sous le thème « Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse ». Ce sommet va traiter des questions relatives à l'épanouissement, je dirais, de notre jeunesse, c'est-à-dire comment investir dans la jeunesse pour mieux profiter du dividende démographique. C'est important que ce sommet se focalise sur la jeunesse, les perspectives de la jeunesse, l'épanouissement de la jeunesse, faire en sorte que notre jeunesse soit plus rassurée quant à l'avenir et se fixe sur notre continent pour contribuer à son développement. Nous avons dans notre délégation le ministre chargé de la jeunesse et des ministres sectoriels, puisque nous parlerons des questions de santé, des questions relatives au sida, au malaria. Nous avons également, bien sûr, toutes les questions relatives aux réformes institutionnelles de notre organisation. Et il faut que l'Union africaine arrive à se financer de manière autonome. Jusqu'à présent, évidemment, nous apprécions le soutien qui nous est apporté par l'extérieur, mais nous ne pouvons être crédibles que si nous nous prenons en charge nous-mêmes. Ce sera la vraie indépendance, la vraie autonomie, et les réformes qui sont engagées et qui seront mises en œuvre grâce à notre frère, le président Kagame, permettront à l'Union africaine d'avoir les moyens nécessaires au plan financier, non seulement pour son financement, mais également pour travailler à faire en sorte que pour toutes ces opérations de maintien de la paix, nous puissions apporter notre contribution. Le sommet nous donnera l'occasion de rencontrer plusieurs homologues et amis et des personnalités d'autres continents et de leur dire que la Côte d'Ivoire va bien, que la croissance économique est forte, que l'inflation est faible et que les progrès continuent et que cela devra se poursuivre, nous espérons, sur les prochaines années
et faire en sorte que la Côte d'Ivoire devienne véritablement un pays émergent à l'horizon 2020. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine vont, après la cérémonie d'ouverture le 3 juillet, animer une table ronde sur le thème de l'Union africaine en 2017. À Soubré, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a mis en service l'une des 4 turbines du barrage hydroélectrique. C'est là une énergie de 275 MW mise à la disposition des ménages ivoiriens. Herman Guivet. Si tout dans la vie commence par un rêve, il y a longtemps que Soubré a commencé de rêver. Rêver d'un barrage hydroélectrique et pas n'importe lequel, le plus grand jamais réalisé en Côte d'Ivoire. Pour un coût global de 331 milliards de francs CFA, un concentré de 275 MW de puissance et une production annuelle de 1170 GWh, l'ouvrage est tout simplement gigantesque. Pour la mise en service officielle du premier groupe de production d'électricité, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly fait parler les turbines. C'est un grand jour, puisque ce projet attendu depuis plus de 50 ans par les Ivoiriens commence à être une réalité, puisque nous venons de mettre en service 90 MW sur le réseau électrique ivoirien. On se souvient que le chef de l'État, en 2013, est venu poser la première pierre du barrage de Soubré. Nous sommes venus lancer les 90 premiers mégawatts. Le président de la République sera là pour lancer complètement les 275 mégawatts de Soubré, poser la première pierre du premier barrage en aval de Soubré. Un exemple de coopération sino-ivoirienne qui obéit à l'esprit et à la lettre des projets de grande envergure. Félicitations aux ingénieurs, aux techniciens et aux officiers, aussi bien de la Chine que de la Côte d'Ivoire, qui, ayant travaillé jour et nuit et main dans la main, et surmonté toutes les difficultés ensemble, ont réussi un tel exploit. Un projet cher au chef de l'État, dans un relief de pierre et de granit, une puissante machine de production hydroélectrique est sortie de terre. Les stigmates portés par la roche témoignent de l'acharnement avec lequel les puissantes grues et mécaniques ont cisaillé la pierre pour frayer à l'eau son chemin. Environ 3000 personnes ont été déplacées. Les populations qui habitaient les territoires investis désormais par les eaux ont été recasées. La ville de Soubré possède désormais un nouveau pont, de quoi ravir les cœurs des habitants de la Nawa. Les acteurs du secteur du transport routier en général et des marchandises en particulier rencontrent pas mal de difficultés au quotidien. Une stratégie a donc été élaborée pour une meilleure gestion du secteur. Elle a été présentée hier vendredi aux acteurs publics et privés du secteur des transports en Côte d'Ivoire. Justine Diquet. Le secteur du transport routier de marchandises en Côte d'Ivoire est confronté à des difficultés, notamment un réseau routier défectueux, un cadre institutionnel dispersé, une représentation professionnelle embryonnaire et un parc auto vieillissant. Pour la modernisation de ces secteurs qui contribuent fortement à la croissance économique, la réforme entamée depuis 2012 a conduit à l'élaboration d'une stratégie faisant office de feuille de route dont la mise en œuvre va améliorer la gestion de ce secteur. Cette stratégie nous permet effectivement, dans le cadre de la loi qui a été prise de transport intérieur, de faire en sorte que nous ayons un secteur de transport de marchandises compétitif, professionnel, et que nous prenions toutes les dispositions en termes législatifs. Le secteur du transport routier représente 7 à 8% du produit intérieur brut PIB. C'est pourquoi les acteurs du secteur, parties prenantes dans l'élaboration de la feuille de route, se disent soulagés pour la prise en compte de leurs préoccupations. Nous voyons que les principales préoccupations du secteur du transport routier de marchandises ont été prises en compte. Préoccupations liées à la gestion du fret, à la tarification du transport, préoccupations liées à l'assainissement des intervenants, notamment des intervenants dans la gestion de ce fret-là, préoccupations liées au renouvellement du parc automobile,
préoccupations liées à ce qu'on appelle le règlement 14, c'est-à-dire la limitation des surcharges des camions. La stratégie sectorielle du transport routier de marchandises a été développée avec l'appui financier de l'Union européenne dans le cadre du projet d'assistance technique pour l'amélioration de ce secteur spécifique et dans le cadre du programme de préservation du réseau routier en Côte d'Ivoire précis. Le financement des petites et moyennes entreprises reste une préoccupation en Côte d'Ivoire. La Chambre de commerce et d'industrie a initié un projet au bénéfice de ces entreprises. Il s'agit du programme Champion. Il est financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 300 millions de francs CFA. Francis Boifo. Avec les banques classiques de la place, c'est difficile d'avoir des financements. Pour résoudre le problème de financement des petites et moyennes entreprises à PME, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire propose le programme Champion. Il vise à assister les PME dans le renforcement de leurs capacités. D'abord, une notation financière qui consiste à analyser l'entreprise financièrement, quelle est sa situation, comment elle est organisée au niveau de ses services, quel est son comportement par rapport à ses créances. En plus de ça, qu'on analyse le comportement managérial de l'entrepreneur pour voir quelles sont ses capacités. Et au bout du processus, on octroie une note. C'est cette note-là qui va permettre à l'entrepreneur de se présenter devant une institution financière et dire « moi, j'ai été audité ». Ça permet au banquier tout de suite de se dire « ah, c'est une entreprise capable de respecter ses engagements ». Ce programme concerne les entreprises exerçant dans le BTP, l'agro-industrie, l'hôtellerie et le tourisme. Ces entreprises doivent être immatriculées à la Chambre de commerce et d'industrie, avoir au moins 3 ans d'existence et des états financiers à jour. Le programme Champion est financé à hauteur de 300 millions de francs CFA par la Banque africaine de développement BAD à travers le Fonds Migration et de développement FMD. Pour la phase pilote du programme, 102 entreprises seront retenues. Les dossiers de candidature sont à déposer à la Chambre de commerce et d'industrie au Plateau. Date limite, le 31 juillet prochain. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, encourage les entreprises à faire la promotion de la qualité. C'est dans ce sens que des prix ont été décernés à plusieurs entreprises modèles qui prônent la qualité. Francis Boifo. Le prix d'honneur CEDEAO de la qualité décerné au président de la République Alassane Ouattara, 3 prix d'excellence au Nigeria, au Bénin et à la Côte d'Ivoire. À travers ce prix, c'est le rayonnement sous-régional de FITISA qui est reconnu. Il faut savoir que FITISA fait 40% de son chiffre d'affaires dans la sous-région. Je suis très fier d'avoir eu ce prix. La démarche qualité, le principe même, c'est l'amélioration continue. C'est facile d'être premier, mais c'est encore plus difficile de se maintenir. Donc il faut continuer par travailler d'arrache-pied, améliorer davantage pour avoir de meilleures performances. Des prix spéciaux et des attestations à toutes les structures candidates à cette première édition du prix CEDEAO de la qualité. Tout un sens. Vous produisez un jus de fruits, s'il n'est pas de qualité, il ne peut pas compétir avec un jus de fruits qui vient d'Europe, de France, même sur votre propre marché. Et il reste entendu que vous ne pourrez même pas l'exporter. Et donc nous avons mis ce vaste projet que nous sommes en train de dérouler et nous nous sommes rendus compte qu'il faut faire la promotion de la culture de la qualité. Et cette culture est valable aussi bien pour les entreprises publiques que pour les entreprises privées, pour les industries que pour les services. La qualité, facteur déterminant pour la compétitivité des entreprises et d'intégration sous-régionale. Le gouvernement ivoirien le sait. Le gouvernement ivoirien continuera à accompagner la CEDEAO dans ses initiatives en matière de qualité. Je voudrais également encourager toutes les entreprises de notre espace communautaire à participer massivement aux prochaines éditions du prix CEDEAO de la qualité. Le prix CEDEAO de la qualité est une initiative soutenue par l'ONUDI et l'Union européenne. Les représentants de ces institutions ont été distingués pour leur contribution technique et financière à la promotion de la qualité dans la sous-région. Dans le domaine de la justice, le tribunal militaire d'Abidjan vient d'effectuer sa rentrée judiciaire 2017-2018. Des magistrats militaires ont prêté serment.
L'éthique militaire et le respect des droits ont été entre autres sujets évoqués par le commissaire du gouvernement Ange Kessi Kwame. Mamadou Kouassi pour le reportage. Pour l'occasion, toute la hiérarchie des forces de sécurité et de défense était présente à l'état-major général des armées, avec à leur tête le ministre auprès du président de la République chargé de la défense. La cérémonie a été marquée par plusieurs articulations, dont la lecture de l'arrêté de nomination d'un nouveau magistrat militaire, en la personne du commandant Adou Sylvain, qui a aussitôt prêté serment devant un tribunal présidé par le premier responsable de la cour d'appel d'Abidjan, Nguessan Alice. Le procureur militaire et le représentant du bâtonnier de l'ordre des avocats, Maître Koulibaly Nambégué, ont prodigué des conseils d'usage au nouveau magistrat qui s'est dit prêt pour le service. Je prendrai sur moi la responsabilité d'exécuter la loi telle qu'elle est et d'être à la hauteur en tant que magistrat. Poursuivant, le commissaire du gouvernement a relevé que la priorité pour les actions à venir sera l'éthique militaire, avec un accent particulier sur le respect des droits de l'homme. À ce niveau, il a indiqué que le tribunal militaire va sévèrement réprimer les infractions relatives au bizutage dans les écoles et centres de formation militaire. Le ministre chargé de la Défense s'est également prononcé sur le sujet. Oui, bien sûr, vous savez qu'il est arrivé parfois que des incidents malheureux surviennent dans nos écoles. Donc il était important de bien relever ce fait et faire en sorte que nous n'ayons de moins en moins ce genre d'incidents et que le bahutage et le bizutage que nous connaissons dans bien des écoles, pas seulement militaires d'ailleurs, soient vraiment effacés de notre paysage. En annonçant la clôture de la cérémonie, Maître Nguessan Alice, premier président de la Cour d'appel d'Abidjan, a déclaré ouvertes les audiences correctionnelles et criminelles du tribunal militaire d'Abidjan. Et pour cette année, c'est une cinquantaine de dossiers qui seront traités. San Pedro, dans le sud-ouest du pays, 4 tonnes de produits périmés et des appareils frauduleux de mesure dans les commerces ont été saisis. Ces produits d'une valeur de 6 millions de francs CFA ont tous été incinérés. Chantal Akanda. Des produits corporels, des insecticides et divers produits alimentaires sont entre autres les produits périmés incinérés par la Direction régionale du commerce de San Pedro. Estimés à 4 tonnes, ces produits d'une valeur de 6 millions de francs CFA ont été saisis entre juin 2016 et mai 2017. C'est une double opération qui a été menée par les agents de la Direction régionale du commerce. Elle s'inscrit dans le cadre de la fiabilité du secteur du commerce miné depuis un certain temps par les produits prohibés dans les départements de San Pedro et de Tabou. Avant l'incinération de ces produits, c'est l'opération annuelle de vérification des instruments de mesure qui a été lancée. Le ministère, pour que cette opération soit visible, a émis 2 stickers. Le vert, qui veut dire que la pompe a été approuvée par nos services. Le rouge, qui est pour nous marque de refus. La Direction régionale du commerce de San Pedro veut ainsi donner plus de visibilité à ses actions et sensibiliser tous les acteurs du secteur de commerce de sa zone. Rappelons que l'année dernière, les contrôles effectués ont permis la saisie et l'incinération de près de 2 tonnes de produits prohibés, estimés à près de 4 millions de francs CFA. Dans l'actualité politique, le secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains RDR s'est rendu à Korogo. Il est allé exprimer le soutien et la compassion du parti aux victimes de la mutinerie qui a dernièrement secoué la ville. Thérèse Yoboué. 2 points étaient inscrits au programme de la visite du secrétaire général par intérim du RDR à Korogo. D'abord, apporter le soutien et le réconfort aux blessés de la mutinerie et aux parents des personnes disparues. Ensuite, livrer un message aux militants du parti après ces tristes événements qui ont secoué la ville de Korogo. Amadou Soumaro a saisi cette occasion pour condamner l'attitude des mutins et inviter les militants à pardonner, mais surtout à maintenir le cap de la mobilisation derrière le président de la République, Alassane Ouattara. Je crois qu'il faut percevoir à travers la démarche du RDR, la manifestation de cette solidarité qui a été le fondement de la création même de ce parti. Il faut qu'on revienne aux fondamentaux
de la création de notre parti. Fondamentaux basés sur la solidarité, sur l'entraide mutuelle, sur le soutien que nous devions nous apporter, quels que soient les événements. Les militants ont salué la visite de Amadou Soumaro dans leur région et pris l'engagement d'étendre chaque jour un peu plus la toile du RDR dans le Poro. Signalons qu'une motion de soutien a été adressée au parti par le secrétariat départemental de Korogo. L'ouverture des 8e Jeux de la francophonie avance à grands pas. Pour le bon déroulement de l'événement, les chrétiens méthodistes ont initié une prière spéciale. À leur côté, d'autres chrétiens et aussi des musulmans du Forum national des confessions religieuses de Côte d'Ivoire. Isaïo. Les semaines de prière pour le succès des 8e Jeux de la francophonie se poursuivent. Ainsi, après les musulmans à la mosquée de l'imam Mamadou Dosso à Adjamé, puis la prière du vendredi à Vridi, les chrétiens sont entrés en lice. L'église méthodiste unie jubilée de Cocody a donc servi de cadre pour le forum des confessions religieuses de Côte d'Ivoire pour mettre les Jeux sous la protection divine. Quand Dieu est devant, et nous, derrière, c'est la réussite. C'est le succès sans faille. Nous partageons des valeurs, la fraternité humaine, l'entente, l'hospitalité, l'amour, la paix. Nous-mêmes, en cultivant ces vertus en nous, nous mettons déjà tout en œuvre pour que les 8e Jeux de la francophonie connaissent le succès que nous attendons. Cantiques, louanges et prières ont permis aux fidèles chrétiens de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire de manifester leur adhésion à l'élan de solidarité des hommes de Dieu en faveur des Jeux de la francophonie. Ces moments de concentration et de haute spiritualité font dire au ministre auprès du président de la République chargé des Jeux de la francophonie que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie pour la réussite de ces Jeux. Le trait commun à toutes ces prières, c'est de pouvoir nous aider à nous aimer les uns les autres. Et surtout à réserver à nos hôtes le meilleur accueil possible. Et à demander à Dieu d'étendre son pavillon de paix sur notre pays afin que les Jeux de la francophonie se déroulent dans la paix, dans la joie et dans l'hospitalité légendaire. Le Forum des confessions religieuses de Côte d'Ivoire va continuer ses séances de prière dans les jours à venir, dans les églises et temples à Yopougon, à la Riviera et à Abobo, afin de faire des prochains Jeux un succès. Direction Bondoukou, dans le nord-est ivoirien, le Kouroubi, une danse du terroir exécutée par des jeunes filles, est au centre d'une semaine culturelle et économique. C'est indéniablement un atout culturel et touristique pour cette région qui reçoit chaque année des milliers de personnes à l'occasion de la semaine du Kouroubi. Norbert Seyi, Thérèse Yoboué. Le Kouroubi, danse traditionnelle de réjouissance. Elle est exécutée par des jeunes filles dont l'âge varie entre 2 à 18 ans. Elle est dansée chaque année à quelques semaines de la fin du jeûne du Ramadan. Certes, les pas de la danse du Kouroubi n'ont pas changé, mais modernité oblige. Les filles ne dansent plus les seins nus, mais portent des t-shirts à l'effigie des organisateurs. Mais le Kouroubi reste toujours une étape importante dans la vie de ces femmes. Avant, on dansait le Kouroubi, bon, c'était intéressant. Maintenant, là, je suis mariée, je ne peux plus faire Kouroubi. Donc, on envoie nos enfants faire Kouroubi. Bon, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Dans le temps, l'accoutrement n'était pas pareil. On s'habillait autrement. On portait plus ou moins des mèches, il y avait des traits sur la tête. Le Kouroubi est une danse prisée. Chaque année, cette danse attire de nombreux visiteurs. Lorsque je viens regarder, je suis émerveillé, je suis ravi.
Et j'aimerais qu'au niveau de l'administration, au niveau de nos autorités, ils arrivent à faire de cette danse une culture. À Bandoukou, on veut faire de cette danse un atout touristique, commercial, économique et culturel. C'est pourquoi la délégation de la Chambre de commerce et d'industrie du Zanzan a organisé cette année, autour du Kouroubi, une semaine dénommée la Semaine du Kouroubi. Une semaine marquée par des panels, des expositions d'objets d'art, des visites des sites touristiques, une manifestation qui a enregistré la participation de plusieurs personnalités, dont l'ancien ministre tunisien du Tourisme. Il y a un potentiel énorme avec des habitudes propres à la zone, avec un parc fantastique, un potentiel très important. Le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a réaffirmé sa volonté de créer et de développer des pôles économiques dans chaque région de la Côte d'Ivoire. Et tout comme le Kouroubi, le ballet national fait partie des nombreux atouts touristiques de la Côte d'Ivoire. Après une période d'arrêt, le ballet national annonce la grande reprise pour février 2018. Des innovations comme le cirque d'Abidjan et le concept Abidjan Samba sont au programme. Franck Wadio. Le ballet national, bientôt réactivé. L'annonce est faite et prendra forme juste après les 8e Jeux de la francophonie. Le ballet national, témoin de la culture et des traditions des peuples, la charge est confiée et confirmée pour Georges Momboy, chorégraphe averti, qui veut donner à ce concept une nouvelle dynamique. Et pour cela, il entend tout reprendre à la base, déjà par un appel à candidature pour le recrutement de formations artistiques et de danseurs. Le ballet national, premier chantier du ministère de la Culture et de la Francophonie dans sa politique de redynamisation des arts de la scène à l'échelle nationale. Après le ballet national, le chorégraphe va lancer le cirque de Côte d'Ivoire, une idée basée sur le savoir-faire local et un professionnalisme calqué sur les grands spectacles et cirques reconnus à l'international. Le 3e chantier est Abisamba, qui renvoie à un carnaval, danse et musique colorée, à l'image des carnavals brésiliens. La stratégie est de sédentariser les créateurs ivoiriens, puis d'exporter leurs créations, afin de mieux vendre la Côte d'Ivoire, une façon, selon le directeur du Centre national des arts et de la culture Élie Liazré, de marquer l'ambition de la tutelle de porter haut les couleurs culturelles ivoiriennes. Les premiers résultats de ce nouveau ballet national seront visibles dès le 8 février 2018. L'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, INSAC, a initié cette année une saison artistique et culturelle. Il s'agit principalement d'encourager le génie créateur des étudiants et des enseignants. Isaïo. Une saison artistique et culturelle à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, INSAC, ex-INA, Institut national des arts. La première depuis la création de l'établissement. Une rentrée culturelle effectuée au son des rythmes modernes et traditionnels. La saison artistique qui vient d'être instaurée vise à encourager le génie créateur des étudiants et enseignants. La saison artistique et culturelle de l'INSAC est une initiative louable et innovante qui épouse la vision de M. le ministre de voir l'Institut former des artistes et des acteurs culturels qui produisent des richesses à partir de leurs talents. L'INSAC, depuis sa création en 1991, forme des techniciens, des administrateurs culturels, des administrateurs dans les arts, du tourisme, de la culture, de l'artisanat et des sciences de l'éducation artistique et culturelle. Cette saison artistique et culturelle est un prétexte pour la mise en place des festivals et salons de l'INSAC et de bien d'autres manifestations. Et nous
Nous sommes ce soir en compagnie du directeur général de l'INSAC, Ngoran Kofi Modeste Armand. Rebonsoir, monsieur Ngoran. Rebonsoir, madame. Alors, nous venons de le voir, la saison artistique et culturelle, c'est une innovation, c'est la toute première édition. Et il s'agit de booster le génie créateur des apprenants, des enseignants. Alors, on voudrait savoir d'où est-ce que l'idée est partie. Est-ce qu'il a été constaté un manque de créativité ou tout simplement est-ce que c'est un besoin d'espace d'expression? Je voudrais déjà vous dire merci et dire que la question que vous posez en elle-même est tout à fait juste. Il y a les raisons que vous avez évoquées qui nous ont donc conduit à instituer cette saison artistique qui elle-même s'inscrit dans la vision de Monsieur le ministre, comme cela a été dit dans le reportage. Mais il était surtout question pour nous de permettre aux populations de savoir ce que nous réalisons comme recherche dans nos laboratoires, de savoir ce que nous donnons comme enseignement à nos étudiants, de savoir ce que nous réalisons comme production dans nos ateliers afin que les créations que nous leur présentons, que ce soit les créations plastiques, les créations architecturales ou même les créations spectaculaires, soient le reflet de ce bouillonnement, du bouillonnement du génie créateur de nos étudiants, mais également de l'encadrement que les enseignants donnent à ces étudiants. En d'autres termes, l'instauration de cette saison est surtout de marquer une rupture. De marquer une rupture simplement parce que le passage de l'INA à l'INSAC a certes été réalisé, mais les objectifs n'avaient pas été totalement atteints. D'autant plus que l'INSAC avait pour ambition de former des acteurs qui ne se tourneraient plus uniquement que vers la fonction publique. Or, ce qui s'est passé, c'est que les acteurs, les étudiants que nous formons continuent de se tourner vers la fonction publique. Malheureusement, ils le font parce qu'il n'y a pas de vitrines qui leur permettent véritablement d'être en contact avec le monde économique qui puisse les absorber du point de vue de l'insertion sociale. Et donc, je dirais que la saison artistique et culturelle que nous avons organisée poursuit donc des objectifs de recherche, des objectifs pédagogiques, mais aussi des objectifs, je dirais, socio-professionnels, puisqu'il s'agit, in fine, de permettre à nos étudiants de pouvoir s'insérer dans le tissu social. Alors, vous venez d'énumérer les objectifs, mais en quoi concrètement cette saison artistique et culturelle consiste? La saison artistique et culturelle que nous avons organisée, avant de dire en quoi elle consiste, c'est simplement de dire que cette saison l'équivalente pour une maison de télévision à une nouvelle grille de programme. Pour une maison de mode à la présentation d'une nouvelle collection. Je pense qu'à partir de cette image, on comprend tout de suite que pour nous, il s'agit pour cette année académique de permettre aux populations de savoir le sceau sous lequel nous avons donc conduit les activités pour l'année académique 2016-2017. Alors la cible, on l'a bien compris, ce n'était pas uniquement les étudiants et les enseignants, il y avait le grand public, les parents et tout, mais est-ce qu'il y avait des troupes internationales ou bien des recruteurs et tout qui étaient invités pour venir voir le savoir-faire de ces étudiants-là? Bien, cette perspective est déjà envisagée pour l'année 2018. Mais pour l'heure, ce que nous avons fait pour la saison 2017, c'est que nous avons associé des anciens étudiants qui est juste d'une certaine notoriété. C'est ainsi que JC Pluriel, que tout le monde connaît au niveau de la Côte d'Ivoire, qui était un ancien étudiant de l'INSAC, a donc été associé pleinement au conseil que nous avons donné le samedi dernier à l'Institut français. Et il y a eu également Arnaud Gaza, qui est aussi un ancien étudiant de l'INSAC, qui lui évolue en international au niveau de la musique, qui est donc venu du Maroc et qui a aussi participé à ce conseil. Mais il y a eu surtout Djibril Martial, qui est l'un des rares Africains chefs d'orchestre symphonique en France, qui est aussi un ancien diplômé de l'Institut, qui est donc venu de France également pour participer à ce concert. Il y a eu des musiciens étrangers, comme vous avez pu l'observer dans le reportage, qui sont également venus nous apporter leur aide. Il y a donc l'ambassadeur Mechaloum et son groupe de jazz, parce que l'intérêt pour nous, au-delà de la saison, c'est de permettre aux étudiants de se frotter aux exigences professionnelles du métier qu'ils veulent embrasser. Mais c'est aussi de permettre aux étudiants de porter des projets bancables
et de permettre à notre centre d'incubation au métier des arts et de la culture de les mettre en rapport avec des personnes physiques ou morales capables de financer ces projets. Mais c'est aussi de permettre au public d'avoir accès à une offre culturelle et artistique, de valoriser la richesse culturelle de la Côte d'Ivoire, mais aussi et surtout de donner de la visibilité à cet institut, parce que pour beaucoup, l'INSAC n'est rien d'autre qu'un centre d'animation. Or, l'INSAC est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche placé sous la double tutelle du ministère de la Culture et de la Francophonie et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. À l'INSAC, nous avons tous les 3 cycles du système LMD. Nous avons donc le cycle de la licence, le cycle du master et le cycle du doctorat. En d'autres termes, on ne peut entrer à l'INSAC qu'en ayant comme diplôme minimum le baccalauréat pour le cycle de la licence pour le cycle du master, le master pour le cycle du doctorat. D'ailleurs, le 31 août, l'INSAC fera soutenir son premier docteur. Wow. D'accord. Alors, la saison artistique et culturelle, elle est annuelle, c'est bien ça? Oui. Vous avez parlé de l'une des perspectives, l'ouvrir vraiment au monde. Quelles innovations sont prévues pour les autres éditions? Pour les autres éditions, les innovations qui sont prévues, c'est que l'INSAC va donc se saisir de sa saison artistique pour instaurer un certain nombre de programmes. Au nombre de ces programmes, l'INSAC va donc se doter de ses festivals. Festival de musique, festival de danse, festival de théâtre, festival de contes et humour, festival de cinéma et audiovisuel. L'INSAC va également se saisir de sa saison pour présenter les produits culturels qui sont réalisés. Très bientôt, nous nous lancerons dans la production des produits de table, tasses, assiettes, vaisselle, et peut-être beaucoup plus tard, nous irons vers la production des produits relatifs aux sanitaires. Donc, voici un peu ce que nous sommes en train de faire. Et je voudrais donc dire que c'est à ce propos d'ailleurs que le gouvernement, depuis le 22 février 2017, à l'initiative, je dirais, de Monsieur le ministre de la Culture et de la Francophonie, a donc pris un nouveau décret pour étendre les missions de l'INSAC et accroître donc la responsabilité sociale en matière d'emploi jeune. C'est donc ainsi que désormais l'INSAC sera doté d'une école d'architecture. Nous aurons donc l'école supérieure des arts plastiques, d'architecture et de design. Nous avons l'école supérieure de musique et de danse. Nous avons l'école supérieure de cinéma, de théâtre, cinéma et audiovisuel. Nous avons le centre de formation à l'art-thérapie et à l'art médico-légal. Nous avons le centre de formation pédagogique pour les arts et la culture. Nous avons le centre de recherche sur les arts et la culture. Et nous avons le centre de formation continue, de formation numérique et des conservatoires. Donc la mission sera également d'accompagner les professionnels du domaine des arts à renforcer leurs capacités et à donc produire avec beaucoup plus de professionnalisme tous les produits culturels et artistiques qu'ils proposent aux citoyens. Alors, M. Ngora, on voit que les chantiers à défricher sont encore énormes, mais avec toutes ces perspectives, est-ce que vous pensez que l'INSAC peut accueillir tous les étudiants qui auront envie de s'insérer dans ce moule, d'apprendre tout cela, parce qu'il n'y a pas de représentation à l'intérieur du pays ou même dans d'autres communes autres que Cocody? Oui, l'INSAC aura cette latitude de le faire. Déjà, il y a un dispositif au niveau du ministère de la Culture et de la Francophonie qui est en train d'être mis en place pour accueillir tous ces jeunes qui voudraient embrasser les métiers artistiques et culturels. Mais je voudrais également dire que le gouvernement a donc mis en place un programme de réhabilitation, d'équipement et d'extension de l'INSAC. Et donc, ce programme est en cours d'exécution et ce programme a d'ailleurs fait l'objet du dernier séminaire gouvernemental, ce qui montre à quel point l'intérêt que le gouvernement accorde à un institut de qualité, à un institut beaucoup plus fonctionnel, à un institut qui soit capable de permettre à nos jeunes d'avoir du travail parce que le secteur des arts et de la culture est un secteur à forte employabilité. D'ailleurs, je voudrais dire que les métiers des lettres se trouve dans le domaine des arts et de la culture, et ça, il est très important de le savoir. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que tout ce qui est entrepris comme réforme s'inscrit parfaitement et est à l'initiative de M. le ministre de la Culture et de la Francophonie, puisque pour lui, l'employabilité des jeunes est un souci permanent et il nous instruit
toujours de faire en sorte que tous les jeunes qui sortent de l'INSAC ne s'adressent plus uniquement qu'à la fonction publique, mais puissent aller vers l'entrepreneuriat ou alors aller vers des entreprises privées qui puissent leur proposer du travail. D'ailleurs, le secteur des arts et de la culture, en réalité, ne peut pas être un secteur qui destine les jeunes au chômage. Un secteur d'auto-emploi par excellence. Bien sûr. Merci à vous, Ngoran Kofi Modeste Armand, directeur général de l'INSAC. Et direction tout de suite le Mali. Le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé à l'unanimité et pour 1 an le mandat de sa mission. Le plafond des troupes déployées reste inchangé, avec près de 13 000 casques bleus et 1920 policiers. La mission garde pour mandat essentiel la mise en œuvre des accords de paix, mais elle devra maintenir aussi, appuyer les forces maliennes et les forces anti-djihadistes du G5 Sahel. En République démocratique du Congo, la polémique reprend autour des obsèques de l'opposant Étienne Tshisekedi. L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, dénonce ce qu'elle qualifie de mauvaise foi du pouvoir, ce qui retarderait à dessein le rapatriement de la dépouille. L'UDPS a donc annoncé jeudi que cela va être fait sans la participation du gouvernement. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Bonsoir à tous à Soubré, dans le sud-ouest du pays. Dans cette région, une abondante faune peuple encore les forêts alentours et on trouve des buffles, des éléphants. La ville de Soubré a longtemps caressé le rêve de voir son barrage hydroélectrique construit. C'est désormais chose faite. C'est même le plus grand du pays avec 275 MW de puissance. Très bon samedi à tous.